Soirée de... Le chef de l'État hier soir à la télévision, une prestation réussie de la vie générale mais contestée sur le fond par l'opposition. Deux bons indices économiques pour la rentrée, net ralentissement du déficit du commerce extérieur au mois d'août et stabilisation du chômage. Offensive de l'armée libanaise dans la région du Chouf. Pour la première fois, les avions libanais bombardent des positions palestiniennes dans la montagne. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est ce soir encore l'intervention du président de la République, hier sur TF1, qui fait l'essentiel de l'actualité en France. Une intervention que nous analyserons tout à l'heure avec Albert Duroy. Mais je vous rappelle auparavant les grandes lignes développées par François Mitterrand. Premier souci du président de la République, c'est au gouvernement, et à moi aussi a déclaré M. Mitterrand, de prouver que nous sommes en train de réussir. Pour cela, l'effort doit être équitablement réparti, et les Français doivent avoir la certitude que cela servira à quelque chose. Le chef de l'État a par ailleurs affirmé que le pouvoir d'achat ne diminuera pas en 1983. Interrogé sur la pression fiscale, M. Mitterrand a affirmé qu'elle était trop forte et qu'il fallait maintenant renverser le courant. Enfin, à propos de l'investissement, le chef de l'État a souligné l'effort de son gouvernement pour préparer l'avenir avec un maître mot, investir. Voici donc pour l'essentiel. Reste que ce soir, ce sont deux chiffres qui retiennent l'attention. Le premier, c'est celui du chômage publié en tout début d'après-midi. Un chiffre qui confirme une stabilisation du nombre de demandeurs d'emploi. Ils atteignaient 2 35 400 à la fin du mois d'août, en données corrigées des variations saisonnières. Ce qui veut dire en clair que le chômage est en augmentation de 0,1% par rapport au mois de juillet, et sur un an, ce chiffre est en diminution de 0,5%. Deuxième chiffre, celui du commerce extérieur, un chiffre que le chef de l'État a rendu public hier soir, ménageant ainsi son effet, puisqu'il s'agissait plutôt d'une bonne nouvelle. Le déficit est réduit à 389 millions de francs seulement pour le mois d'août, contre 3 milliards en juillet. Cela veut dire que nos importations ont diminué et que nos ventes à l'étranger, nos exportations, ont quant à elles augmenté. Et je vous propose de prendre tout de suite deux exemples pour illustrer cette évolution du commerce extérieur français. Le premier exemple, nous allons le chercher en Allemagne, où les constructeurs d'automobiles français ont recommencé tout récemment à faire une percée remarquée. Le constat de Michel Meyer. Pour l'industrie automobile française, le voyage à Francfort, où vient de s'ouvrir la plus grande foire automobile du monde, ne se présente pas aussi mal qu'on le craignait. Les constructeurs français s'étaient un peu endormis depuis 2 ans et ils avaient perdu pied sur le marché allemand au profit des Japonais et des Allemands. Leur image de marque avait souffert des grèves répétées, de délais de livraison trop longs et de la non-répercussion des dévaluations du franc sur les prix en Deutschmark. Est-ce de l'histoire ancienne ? Les bonnes nouvelles sortent depuis peu des ordinateurs de Flensburg où sont centralisées les immatriculations. Ils nous disent que d'ici la fin de l'année, l'automobile française aura repris sa part du marché. La reconquête de Peugeot a commencé dès le premier trimestre avec un mieux de 6%. Talbot, sœur jumelle de Peugeot, reste pourtant en zone rouge avec moins 17%. Renault s'est repris et a déjà vendu en août plus de voitures que durant toute l'année 82. La percée la plus spectaculaire est pourtant celle de Citroën. Depuis juin, la firme Dolnay vend 30% de voitures de plus que l'an dernier, grâce notamment à la nouvelle BX. Pourquoi avons-nous amélioré notre position sur le marché allemand depuis le mois de juin? Nous l'avons amélioré d'abord parce que nous avons présenté au mois d'avril un nouveau modèle auprès duquel je suis, qui est la BX. Nous avons aussi, sur le plan des prix, fait un effort particulier en ne répercutant pas le change. Et troisièmement, nous avons essayé aussi d'inaugurer une politique commerciale un peu plus agressive sur le plan notamment de la publicité et de relations avec la presse. Il est bien évident que les quelques grèves qui ont perturbé l'industrie automobile française sont mal perçues en Allemagne, dans un pays où, comme vous le savez, il arrive très rarement que l'industrie automobile fasse grève. Deuxième exemple, les États-Unis. C'est un marché d'exportation traditionnellement difficile. D'ailleurs, Édith Cresson, le ministre français du Commerce extérieur, séjourne actuellement en Amérique avec 250 industriels français. Le but de son voyage, demander aux Américains de réduire leurs pratiques protectionnistes. Et elle le fait à un moment où la montée du dollar rend justement les produits français plus compétitifs sur le marché américain, comme l'explique notre correspondant à Washington, Édouard Laure.
Curieuse coïncidence de chiffres qui a priori semble parfaitement logique. Si les comptes extérieurs de la France se portent mieux, ceux des États-Unis n'ont jamais été aussi catastrophiques. On l'a appris hier, la balance commerciale américaine va avoisiner pour cette année un déficit record de quelques 65 milliards de dollars. Et c'est vrai, lorsque l'on détaille les comptes, on s'aperçoit que la France en a profité. Effectivement, on note au cours du premier semestre 1983 une amélioration de nos échanges commerciaux avec les États-Unis. Notre déficit commercial avec les États-Unis au cours du premier semestre 1983 a été de 13,5 milliards de francs, alors que celui-ci, au cours du premier semestre 1982, était de 13,8 milliards. Alors ceci s'explique en grande partie par une très forte progression de nos exportations. Celles-ci ont cru de 18% au cours du premier semestre 83 par rapport au premier semestre 82, alors que nos importations, elles, n'ont cru que de 9%. Ceci résulte d'une attitude active d'un certain nombre de sociétés françaises sur le marché américain. Un bon point donc pour la France, mais qu'il faut quelque peu modérer pour ce qui est de la pénétration du marché américain. D'autres pays ont fait beaucoup mieux, et par exemple, en tête de liste, avec 35% d'augmentation de ses exportations vers les États-Unis, l'Algérie. Lorsque l'Algérie vend aux États-Unis, vous l'avez deviné, c'est du pétrole. Philippe Zassier, ce sont de bons chiffres, des chiffres surprenants. Alors que s'est-il passé depuis un an? Surprenant, pour certains, la mariée est un petit peu trop belle, c'est vrai, vous avez raison. Ce sont des chiffres spectaculaires, mais quoi qu'il en soit, ils confirment le redressement du commerce extérieur que l'on a enregistré depuis le mois de juin. On va d'ailleurs regarder sur un tableau un petit peu ce qui s'est passé, vous le voyez. Le déficit au début de l'année était de 9,5 milliards de francs. Vous voyez, les exportations continuent à monter, mais un peu moins vite. Les exportations, y montent. Les importations se ralentissent. Et on en arrive à 389 millions de francs de déficit. Alors, des quelques chiffres qui peuvent l'expliquer. L'excédent de l'agriculture, des produits agricoles, dépasse 2 milliards. On parlait tout à l'heure, Bernard, des automobiles. Eh bien, l'excédent au mois d'août de nos ventes d'automobiles, 3 milliards, alors qu'il était à peine de 400 millions au mois de juillet. Et l'énergie, eh bien, on enregistre moins 2 milliards d'achats. Alors, quelle conclusion peut-on en tirer? Le premier, c'est que le redressement n'est pas dû à la baisse des importations, une trop forte baisse des importations comme on pouvait le penser, mais à une augmentation de nos exportations. Deuxièmement, les grands gouffres du début de l'année, les grands déficits semblent s'éloigner et donc moins de crainte pour le franc dans les mois qui viennent. Troisièmement, si cette tendance persiste et même si l'on retrouve le rythme du mois de juin et de juillet, non seulement le gouvernement va gagner son pari des 60 milliards en 1983, mais même il pourrait ne pas dépasser 50 milliards, donc 10 milliards de moins. Enfin, en conclusion, il faut encore une fois confirmer ces chiffres. Le mois d'août est toujours un mois difficile à exploiter. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les entreprises françaises, et on vient de le voir dans ces reportages, sont en train de se battre. Un exemple, notre déficit avec la communauté européenne a diminué de moitié entre juillet et août. Autre engagement pris par le président de la République, la modification de la taxe professionnelle qu'il juge imbécile, injuste et anti-économique. François Mitterrand a annoncé qu'elle serait réformée d'ici l'an prochain, tout en rappelant qu'il avait voté contre à l'époque de son vote au Parlement. Alors, à quoi sert la taxe professionnelle et les réactions d'un petit patron? Le reportage de Guy Schwartz et Bernard Puissosseau. Des machines, des hommes, des sacs, des taxes et un patron. Dans cette petite entreprise de la banlieue parisienne, 45 salariés fabriquent des sacs poussières pour aspirateurs. L'affaire est très rentable. Alors, bien sûr, elle paye des taxes. Mais son patron, le propriétaire, n'apprécie pas. Un impôt insensé, un impôt imbécile, a dit le président de la République. Vous êtes d'accord, je suppose? Nous ne croyons qu'aux actes, nous ne croyons plus aux paroles, même pas, je dirais, d'un avocat qui a fait profession d'être président de la République. Cette taxe, effectivement, est imbécile, mais les collectivités locales, donc les communes, savent largement en profiter. Cette taxe, qui a remplacé la patente il y a 7 ans, sert en effet à financer en grande partie les collectivités locales. Elle touche les artisans, les commerçants et les entreprises, et son calcul complexe est fondé à la fois sur les salaires et sur les investissements. Puisque j'ai beaucoup investi, ma taxe professionnelle a augmenté 35% en un an. Quelle solution penseriez-vous qu'il serait possible de mettre sur pied?
Le président de la République, hier soir, a dit qu'il allait réformer ça en un an. Nous avons rencontré ce matin l'ancien ministre de l'économie, M. Fourcade, qui est maire de Saint-Cloud, il est dans les Hauts-de-Seine. Et qui avait été à l'origine de cette taxe. Nous avons rencontré les représentants de M. Delors, il a autre chose à faire et ça se comprend, ce pauvre homme, avec toutes les difficultés actuelles. Les uns et les autres nous promettent des tas de choses, mais nous regardons encore en tant que chef d'entreprise les comptes administratifs des communes. Or, les dépenses qui ont été engagées, les emprunts qu'elles ont contractés, ne permettent pas de faire des réformes en un an. D'autant que si nous faisons encore appel aux énarques pour régler ces problèmes, nous allons à nouveau à la catastrophe. En dehors de ces diatribes anti-fonctionnaires, notre patron de choc n'a donc pas de solution de rechange à proposer. Oh, il aimerait bien ne rien payer du tout, mais il est sans illusion. Alors, il demande simplement une concertation avec les pouvoirs publics pour tester progressivement de nouvelles formules de taxes. Et il y avait aujourd'hui une journée nationale d'action contre la taxe professionnelle, une journée organisée par le CNPF qui estime que cette taxe a été multipliée par 4 entre 1975 et 1983. Une taxe qualifiée toujours par le CNPF d'odieuse et d'insupportable. En s'adressant au cadre, le président de la République a reconnu qu'il fallait qu'il soit mieux traité. Il s'est prononcé pour un contrat de confiance entre le pouvoir politique et ces mêmes cadres. Mais cela ne semble pas avoir convaincu le président de la CGC, M. Jean Menu, qui était reçu ce matin à l'Élysée. À sa sortie, il a confié qu'il n'était pas du tout rassuré par ce long entretien au cours duquel ce thème du contrat de confiance n'a pas été abordé. Nous l'écoutons. L'essentiel de ce que j'ai dit au président, c'est le mécontentement du personnel d'encadrement devant les mesures fiscales. Je lui ai dit que nous ne comprenions pas cette conception de la justice fiscale qui consiste à faire payer pratiquement uniquement au cadre et à l'encadrement les besoins supplémentaires de la nation. 10% de foyers, les foyers les plus riches, de penser que ce sont presque uniquement des foyers de cadres, c'est quand même scandaleux. Il y a tout de même d'autres catégories de Français qui peuvent participer aux besoins de la nation. Et j'estime que la pression fiscale, cette fois-ci, a atteint, d'ailleurs il l'a dit lui-même, il l'a reconnu lui-même hier soir, un niveau insupportable. Alors, ce qu'il m'a répondu, c'est un peu de main en race gratis, c'est-à-dire que pour le budget de 1985, il a répété la promesse qu'il a faite hier, qu'il y aurait des efforts de réduction, mais en tout cas, ça n'a rien pour calmer la colère de tous mes amis qui vont le 3 octobre manifester à Paris. Enfin, dernier point à retenir des déclarations de François Mitterrand, la décision de construire le TGV Atlantique. Ce projet de nouveau train à grande vitesse a fait l'objet d'un profond débat ces dernières années. La décision est donc maintenant prise et elle est importante sur le plan économique, comme nous l'explique Jacques Violet. Présenté comme un des grands projets du siècle, le TGV Atlantique est dans les cartons de la SNCF depuis 10 ans. Les études avaient débuté en même temps que celle de la liaison sud-est sur Lyon et Marseille. Au départ, le trajet suit un parcours commun de 80 km, puis se sépare en deux branches, l'une allant vers Le Mans et la Bretagne, l'autre vers Tours, le Val-de-Loire, Poitou-Charentes et Bordeaux. Le projet, qui a fait l'objet d'une très large concertation organisée par la SNCF et l'enquête d'utilité publique, ont révélé pas mal de réticences et même d'opposition dans les régions traversées, de la part des agriculteurs, des écologistes, mais également des élus locaux. Côté avantage, on peut se réjouir des retombées économiques d'un tel chantier sur les entreprises de travaux publics et sur les carnets de commandes de l'industrie ferroviaire française qui devra fabriquer ses voitures et ses motrices. Reste l'investissement, 12,8 milliards. La SNCF, qui a financé seule le TGV Sud-Est, ne veut pas replonger et s'endetter encore plus avec de nouveaux emprunts qui aggraveraient son déficit. Aujourd'hui, l'État vient de décider de financer l'infrastructure, c'est-à-dire la construction de la ligne, pour 30%, mais ne s'engagera pas du tout sur les matériels. Avec vous maintenant, Albert Duroy, l'analyse de ces déclarations. Alors, des déclarations que l'on peut noter doublement, un très bien pour la forme et un des efforts à poursuivre pour le fond. Et pour François Mitterrand, c'était le plus mauvais terrain, celui de l'économie, et le plus mauvais moment, celui des impôts. Malgré ces handicaps, le jugement est unanime, le président a été bon.
malgré ses handicaps ou au contraire grâce à eux. C'est vrai que François Mitterrand ne trouve jamais en lui-même autant de ressorts et de talent que lorsque la situation est périlleuse. Il aime le risque et il aime les défis. Sur la forme, il a réussi, c'est entendu, plus personne ne pourra ironiser sur sa méconnaissance du langage économique. Mais la forme, même à la télévision, a moins d'importance que le fond. Quelles sont les leçons qui se dégagent de son intervention? D'abord, le chef de l'État admet que les Français ont de bonnes raisons de grogner, ce qui lui vaut aujourd'hui quelques réactions ironiques, comme ce dessin de Plantu dans Le Monde, sur le thème « De quoi se plaint-il ?» puisque c'est lui qui prend les décisions. Conséquence logique de ce premier point, ce qui est insupportable aujourd'hui doit être corrigé pour demain. Plusieurs engagements précis ont été pris. À gauche, on note le courage du président. À droite, on parle plutôt de paris hasardeux. Mais le rendez-vous est fixé. Dans un an, les promesses seront tenues ou bien le président n'échappera pas lui-même à la sanction d'un échec. Enfin, le chef de l'État n'a pas dévié d'un pouce de la ligne adoptée à l'automne de l'année dernière. Réalisme économique, encouragement à l'esprit d'entreprise, recherche d'un consensus social. La force de conviction du président sera évidemment plus forte si, à l'avenir, tous les gouvernants et les responsables de la gauche adoptent le même langage et le même comportement. Pour être tout à fait complet, deux réactions qui sont tombées en fin d'après-midi. La première émane de Jacques Chirac, qui a estimé que le président François Mitterrand a pris, je le cite, un risque considérable d'être contraint de se contredire en affirmant que l'année prochaine, on allait diminuer la pression fiscale d'1 point. Et puis la seconde réaction vient-elle du président du CNPF, M. Yvon Gattaz. Nous ne pouvons plus nous contenter de promesses, il nous faut des actes, a dit M. Gattaz. Mais le patron des patrons a toutefois estimé que les paroles du chef de l'État vont dans le bon sens. L'étranger maintenant, en commençant par le Liban, où les combats se sont poursuivis toute la journée dans la montagne du Chouf entre l'armée libanaise et les milices druzes appuyées par les Palestiniens. Et pour la première fois aujourd'hui, l'aviation libanaise a bombardé des objectifs palestiniens dans la région d'Alep. Et l'un des appareils libanais s'est abîmé dans la mer, et même selon les Druzes, 2 appareils auraient été abattus. Pourtant, ce soir, tous les regards sont tournés vers la région de Souk el-Garb, dans laquelle l'armée libanaise tente actuellement une contre-offensive décisive. Bernard Benyamin. La bataille de Souk el-Garb, un quartier à 13 km au sud-est de Beyrouth. Depuis plusieurs jours, des unités palestiniennes dissidents de l'OLP, ainsi que des Druzes, attaquaient les forces libanaises. Aujourd'hui, ces dernières sont passées à l'offensive. Une opération qui s'est déroulée en 2 temps, chars et infanterie attaquaient les positions druso-palestiniennes, précédées quelques heures auparavant par l'aviation libanaise. Pour la première fois en effet depuis 10 ans, les chasseurs libanais sont intervenus dans la bataille en bombardant le secteur de Souk el-Garb. Une bataille qu'a suivi notre envoyé spécial à Beyrouth, Jacques Abouchar. Moins de 200 mètres séparent par endroits les positions des forces adverses. La puissance de feu des uns et des autres est terrifiante et risque de provoquer de lourdes pertes dans les 2 camps. L'intervention de l'aviation, qui a d'ailleurs perdu un appareil, constitue néanmoins un atout considérable pour l'armée libanaise. Sur le plan politique, pendant ce temps, le président Gemayel recevait aujourd'hui un émissaire de l'Arabie Saoudite qui poursuit ses tentatives de médiation. Peu d'informations sur cette entrevue, mais on croit savoir qu'un plan de compromis a été élaboré avec Washington et Riyad et qui prévoirait un cessez-le-feu suivi par une réunion mettant en présence tous les participants du conflit libanais. Pendant ce temps, dans le sud de Beyrouth, on se souvenait, nous sommes ici dans le camp de Sabra, aujourd'hui protégé par l'armée libanaise. Le massacre, c'était il y a tout juste 1 an. Et puis 2 grandes fêtes religieuses débutent ce week-end. La première, c'est la fête juive du Yom Kippour. Elle a commencé ce soir dans une atmosphère un peu particulière, puisqu'il y a tout juste 10 ans débutait la guerre de 1973, la guerre du Kippour, au cours de laquelle 2600 soldats israéliens sont morts, ainsi que 15 000 Égyptiens et 3500 Syriens. Et demain, c'est la fête musulmane de l'Aïd el-Adha, la fête du sacrifice, qui commence à son tour. Elle marque le point culminant du pèlerinage à la Mecque, qui devrait cette année réunir plus de 2 millions de fidèles. Philippe Gassot. Le grand pèlerinage de millions de musulmans a commencé aujourd'hui. Tout bon musulman qui en a la force et les moyens matériels se doit au moins une fois dans sa vie d'accomplir le Hajj. Le voyage fait partie des 5 piliers de l'islam. Le point culminant du pèlerinage se déroulera demain, jour de l'Aïd el-Haddar,
la fête qui commémore le geste d'Abraham qui, obéissant à Dieu, a levé son couteau pour sacrifier son fils. Dieu a retenu le bras, on le sait, et c'est un mouton qui fut égorgé. C'est l'origine de la fête qui demande à chaque musulman de sacrifier un animal aussi gros que sa bourse le lui permet. Le mouton sera partagé en 3 parties, une pour la famille, l'autre pour les pauvres et la troisième pour les amis. À la Mecque, il y aura au moins 2 millions de fidèles qui retourneront chez eux avec le titre honorifique de Hajj et qui porteront pour la plupart le chèche jaune, témoignage de leur voyage sacré. Ceux-là auront foulé l'enceinte de la maison de Dieu qu'Abraham aurait reconstruite avec son fils Ismaël après le déluge. Ils auront embrassé aussi la Kaaba, la pierre noire tombée du ciel, tout cela sous l'œil vigilant d'un service d'ordre armé, prêt à mater toute manifestation qui pourrait découler, entre autres, des groupes intégristes. Les soviétiques haussent le ton au Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, l'OACI, qui est chargé d'examiner l'affaire du Boeing sud-coréen. Le délégué de Moscou s'est notamment élevé contre ce qu'il appelle la violation des droits commerciaux de l'aéroflotte. Il a par ailleurs souligné que son pays avait entamé une enquête sur les circonstances de la destruction de l'appareil. Mais jusqu'à présent, aucune décision n'a été prise par l'organisation. En attendant, c'est la confusion la plus totale sur l'aéroport international de Moscou, où les touristes occidentaux touchés par les mesures de boycottage attendent parfois depuis plusieurs jours d'être rapatriés dans leur pays. Isabelle Bechler. À Montréal, au pied de l'immeuble qui abrite la réunion du Conseil de l'OACI, des Sud-Coréens manifestent sans relâche, criant leur colère et réclamant des sanctions contre l'Union soviétique. Pendant ce temps, le ton monte au Conseil de l'OACI entre Sud-Coréens et Soviétiques. L'URSS seule refuse une enquête internationale sur la tragédie du Boeing. La France, elle, va demander une réunion extraordinaire des 151 membres de l'organisation pour repréciser la Convention de Chicago, celle qui interdit le recours à la force contre l'aviation civile. À Moscou, pendant ce temps, le boycott met pourtant les voyageurs bien dans l'embarras. Un des rares moyens de quitter l'URSS, c'est le train Moscou-Leningrad qui permet de rallier Helsinki. Seuls Air France et la compagnie autrichienne desservent Moscou, mais les candidats au départ sont fort nombreux. Quant aux appareils de l'aéroflotte, ils sont interdits de survol sur plusieurs pays occidentaux, autant dire qu'il leur est difficile de décoller. Les touristes doivent donc emprunter d'autres compagnies des pays de l'Est. Vous allez maintenant voir un visage que vous n'oublierez pas. Elle s'appelle Simone et il y a un an, son compagnon, car elle n'était pas mariée, déposait son sperme dans un centre de conservation. Il allait en effet subir un traitement qui risquait de le rendre stérile. Quelques mois plus tard, il meurt accidentellement et depuis cette époque, Simone se bat contre la médecine et la justice car elle veut avoir un enfant de cet homme. Un problème à mi-chemin de la médecine et de la morale, c'est l'histoire racontée par Lucie Soboul. Voici ce qu'on appelle des paillettes. Elles contiennent le sperme déposé par des donneurs anonymes dans les centres de conservation du sperme. Il peut être conservé pendant plusieurs années avant d'être utilisé pour une insémination artificielle. Plus d'1 millier d'enfants naissent chaque année ainsi en France. Ici, dans le centre de Rennes, Loïc et Simone ont déposé il y a un an le sperme de Loïc qui risquait de devenir stérile. Loïc est aujourd'hui décédé. Le centre ne veut plus que Simone ait un enfant de lui. Je n'ai à convaincre personne de mes motivations. Je sais que c'est mon choix personnel et que je suis prête à en assumer les conséquences et pour moi c'est suffisant. Vous savez qu'il n'existe aucun texte sur la paternité après une insémination artificielle et qu'en fait votre enfant, selon la loi, naîtra de père inconnu. Cette situation ne vous fait pas peur ? Le père inconnu, ce sera un écrit sur un papier. Bon, moi je sais que ce ne sera pas un père inconnu et que le père, moi je sais qui c'était et c'est à moi d'essayer de faire vivre ça au mieux à l'enfant. Je pense que des risques, dès qu'il y a naissance d'enfants, ils existent. On poserait pas la question par exemple à une femme enceinte dont le mari ou le conjoint décède. Depuis un an, Simone multiplie lettres et démarches en vain. En l'absence totale de législation, les médecins ont décidé d'attendre. L'insémination artificielle se limite pour l'instant aux cas médicaux, ceux des couples où le mari est stérile. À côté de ce cadre médical, il y a des cas particuliers. Il y a la demande d'insémination artificielle d'une femme célibataire. Il y a la demande d'insémination d'une femme avec le sperme de son conjoint décédé. Et ces cas particuliers, dans ces cas particuliers, il n'y a plus d'indication médicale. Ce n'est plus le traitement d'une stérilité. Et donc, nous nous jugeons incompétents pour décider de tels cas. Et c'est pour ça que nous nous retournons, en fait,
vers les ministères concernés, vers la justice, vers la santé, pour prendre de telles décisions. Un groupe de juristes réclame pourtant depuis quelques années une législation mieux adaptée à ces naissances, pas comme les autres. Au-delà de l'insémination artificielle ou de la fécondation in vitro, cette association se préoccupe avant tout des droits de l'enfant à naître. Ce qui m'importe, ce sont donc les droits de cet enfant, et il faut absolument que ces enfants qui naissent par cette technique nouvelle qui existe, dont il faut faire quelque chose, parce qu'il faut satisfaire ce désir des parents quand il est réaliste et qu'il est conjoint, ça concerne deux personnes. Mais il faut que ce statut de l'enfant, il soit irrévocable. Jusqu'à présent, aucun ministère ne veut prendre de décision sur le cas de Simone, un cas qui reste exceptionnel. Mais devant ce nouveau fait de société, les juristes doivent désormais trancher. J'y suis personnellement tout à fait opposé. Je considère qu'il y aurait quelque chose de malsain à accepter une insémination post-mortem. Je crois d'abord qu'une loi, elle doit suivre une certaine évolution sociale. Et nous pouvons constater aujourd'hui dans ce domaine, l'évolution est faite. Les choses sont admises. L'insémination est une pratique, je dirais, relativement courante. Il faut donc que nous nous penchions, nous législateurs, sur cette question. Et nous sommes en train de nous y pencher. Un texte devrait être déposé avant la fin de l'année 1983. Et je suis persuadé que nous aurons l'occasion d'en débattre au cours de l'année 1984. Cette loi devra envisager tous les cas de figure posés par l'insémination artificielle ou toute autre technique. Au problème de paternité s'ajouteront les questions d'héritage, médecine et morale. C'est un vieux débat. En sport, finale de la Coupe de l'América, le bateau américain Liberty mène maintenant par 2-0 devant son challenger Australia 2. Hier, les Américains ont remporté la deuxième récate de cette finale, mais les Australiens ont à nouveau été victimes d'ennuis mécaniques, ce qui est un comble pour un bateau. Et surtout, ils ont déposé une réclamation à la suite d'un incident durant la régate. Roger Zabel. C'est en fait une sombre histoire d'amure, et comme l'amure est une chose difficile à comprendre, l'incident, le voici. Liberty, avec sa coque rouge, vire devant Australia, coque blanche. Australia doit changer de cap pour éviter l'abordage. Pour les spécialistes de la voile, il n'y a absolument pas de refus de priorité. Le fameux tribord-amure a été respecté, à moins que les Australiens ne réussissent à sortir du règlement empoussiéré de l'America Cup, un alinéa secret qui leur permettrait de gagner sur le tapis vert. Et pourtant, cette deuxième manche, tout comme la première, avait bien commencé pour Australia, mais un problème technique, un de plus, allait tout compromettre. La grand voile ne tient plus en haut du mât et un équipier est obligé de grimper pour effectuer une réparation de fortune. Australia va résister durant un bord malgré cet homme toujours perché en tête de mât, mais Dennis Conner, le barreur américain, navigue sur son plan d'eau, un avantage énorme qui, ajouté à son absence de scrupules, va lui permettre de gagner. Aux dernières nouvelles, on ne connaît toujours pas la décision du jury, tribord-amure, bâbord-amure, voilà la question dont dépend le score, 2-0 pour Liberty ou une manche partout, amure quand tu nous tiens. Voilà, vous devez encore savoir qu'Alain Prost reste chez Renault. L'actuel leader du championnat du monde des pilotes a signé un contrat d'1 an avec la régie. Je vous rappelle que Prost est sous contrat chez Renault depuis 1981. Quant à ce qui concerne son futur équipier, la décision ne sera prise qu'à la fin du championnat du monde qui est en cours actuellement. Il y a un tiercé demain à Vincennes dans le prix de Vimoutier. Pierrette Bresse m'a communiqué tout à l'heure ses pronostics. Les voici: le 14 Nomino, le 12 Nick Dorval, le 13 Nicarello, le 2 Notus, le 10 Naïf de Valmar, le 7 Nain Mabon, le 15 Noam Desforges et le 3 Novani. La météo maintenant avec Philippe Dumez, une météo très grise avec un tout petit peu de bleu. Oui, effectivement, un tout petit peu de mieux demain après-midi. Et vous allez voir sur notre photo satellite, et ça se comprend tout à fait, bien que le sud-ouest soit encore affecté par pas mal de nuages. En effet, vous voyez toute cette bande de nuages ici va affecter essentiellement le sud-ouest de la France. Et puis après, donc, c'est un léger mieux, disons, sur la moitié nord de la France. Et puis après, je me recule un peu parce que, vous voyez ces nuages ici, eh bien, ils vont arriver très très vite dans la nuit de samedi à dimanche. Ils vont affecter à peu près toute la France. Alors pour demain, eh bien, voyons notre carte, vous allez voir, c'est assez simple. Il y a encore des restes de pluie demain matin, surtout sur l'est de la France, mais encore quelques risques d'averses sur le reste du pays là en matinée, mais ce sera assez bref. Le temps s'améliore un petit peu sur les côtes de la Méditerranée, et puis donc,
Dans l'après-midi, eh bien, des nuages vont arriver ici dans le sud-ouest. Et puis après, plus tard, eh bien, ils nous gagneront dans la nuit de samedi à dimanche à peu près partout. Le baromètre, malheureusement, est à peu près en baisse partout. Du côté des températures, en revanche, elles sont à peu près stationnaires. Vous voyez, 18-19 degrés dans la moitié nord et puis 19 à 24 degrés dans la moitié sud avec des maximums de 24 et 25 degrés à Marseille, Nice, Ajaccio et Bastia. Demain, c'est la fête des Renault avec un soleil qui se lève à 7h30 et qui se couche à 19h59, c'est-à-dire 4 minutes de moins qu'aujourd'hui. Voilà, fin de cette édition. Dernier journal aux environs de 22h45 avec Claude Sérillon. Demain, 12h45, antenne de midi. Quant à moi, je vous retrouve demain à 20h. Bonsoir.